Bonjour Alexandre, comment ça va? Bonjour Vincent, ça va et toi? Bah, nickel, nickel, et merci de nous rejoindre dans le podcast Travail heureux aujourd'hui. Eh ben écoute, sans autre forme de procès, ce que je te propose, c'est de te présenter et de présenter ton activité et a fortiori de recruteur. Ouais, alors juste un point peut-être avant de rentrer dans le détail et qui va finalement concerner un peu notre thème d'aujourd'hui, c'est finalement poser un chiffre parce qu'on nous répète depuis maintenant des années qu'il y a une pénurie de talent en France. Alors finalement face à ça, tu as toujours deux options, hein. C'est soit que les entreprises n'arrivent pas à recruter, ou alors qu'on a du mal à recruter, mais en tout cas aujourd'hui, tu as quand même 210 000 cadres de plus de 50 ans qui sont inscrits à France Travail. C'était une donnée qui était, je crois, dispo fin d'année dernière ou début de cette année. Je pense que tu pourras pour le coup la confirmer. Et dont une partie qui sont pour le coup en chômage de longue durée. Donc pour le coup, j'ai du mal à comprendre quand on nous parle de pénurie de talent. Euh, soit on moins un senior, soit on a une vraie pénurie de talent. Mais en tout cas, voilà, les deux ne peuvent pas être vrais. Et donc, pour le coup, me concernant, je suis pas forcément spécialisé moi sur la partie senior. Je fais aujourd'hui du recrutement de cadres, hein, c'est mon métier au quotidien. Et donc, je travaille pour des entreprises clientes. Je leur trouve finalement des candidats sur des postes de cadre. Mais encore une fois, les seniors, c'est pas ma niche à 100%, mais je publie aujourd'hui régulièrement sur LinkedIn sur des problèmes de recrutement des seniors. Et, 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 et je publie finalement parce que c'est ce que je vois mandat après mandat. Tu as finalement toujours plus ou moins cette même hésitation d'un client face à un candidat de 55 ans et plus, qui est objectivement le meilleur profil, hein. Et tu as toujours finalement ce même silence qui peut s'installer, toujours les mêmes excuses vagues, hein, du genre le profil ne correspond pas, et quand on creuse un peu, on sent bien que ce qui coince finalement, c'est l'âge, même si personne aujourd'hui le dit clairement. Et pour le coup, je pense à un mandat récent. J'avais deux candidats qui étaient de niveau équivalent. L'un avait une quarantaine d'années, l'autre était entre 55 et 60. Et le client m'a clairement fait comprendre qu'il préfère le plus jeune, et sans jamais utiliser le mot âge, bien sûr. L'argument officiel, c'était, je veux quelqu'un qui va rester longtemps dans l'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, statistiquement, tu sais très bien qu'un cadre de plus de 55 ans, finalement, et si le poste lui plaît, bien évidemment, mais va finir sa carrière sur ce poste parce que finalement, il n'y a pas non plus 40 000 opportunités. Donc, c'est quelqu'un qui va rester beaucoup moins qu'un jeune quarantenaire. Donc voilà, aujourd'hui, ma position est simple, hein. Finalement, je suis recruteur, je vis de ce métier. Je choisis, hein, d'en parler librement et ouvertement sur LinkedIn des problèmes qu'il peut y avoir avec les seniors, avec les femmes, avec d'autres sujets finalement de discrimination. Mais donc mon métier aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est le recrutement de cadres avec forcément une partie de seniors. D'accord, et ben écoute, très très clair, et tu fais ça depuis combien de temps là maintenant? Ça fait maintenant, c'est une bonne question, ça fait un peu plus de 10 ans. J'avais commencé par 10 ans d'audit avant de faire du recrutement en passant par un big sur une pratique banque et services financiers. Et j'ai monté mon cabinet en 2021. D'accord, ok. Ouais, donc une vraie expérience du sujet et tu t'attaches à, on va dire, résoudre la situation des personnes qui peuvent être aussi victimes de discrimination. T'en parlais un peu plus spécifiquement sur l'âge, le genre ou autre. Ouais, exactement, exactement. Ok. Après, je sais pas si j'essaye. En tout cas, j'essaye de sensibiliser tant bien que mal. Et c'est vrai que quand tu commences à prendre la parole sur LinkedIn, tu vois qu'il y a aujourd'hui des vrais problèmes. Bien sûr. Ouais, alors de toute façon, à partir du moment où on est dans quelque chose de profondément humain, donc de subjectif, et que on est de toute façon dans un exercice discriminatoire, mais au sens littéral du terme, choisir, c'est renoncer. Bah, chacun y va de ses petits critères, des plus rationnels aux plus subjectifs, pour évincer ou sélectionner les candidats. Alors évidemment, il y en a qui sont plus ou moins moraux, voire légaux dans ces critères. Mais on va pouvoir en rediscuter. Bah, écoute, par rapport à ton métier,
Et Mhm. moi, évidemment, mon audience, elle est plus composée de profils expérimentés, mais ça va intéresser tout chercheur d'emploi. Euh, c'est nous expliquer les intérêts, le business model en fait d'un cabinet de recrutement qui aide des candidats dans leur recherche d'emploi pour finalement ben, comment mieux travailler avec ces cabinets. Vous expliquer comment ça marche en fait, Ouais, en règle ouais, générale. ouais. Ouais, non, non, bien sûr. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une question qui change tout, en fait, dans la vision que peut avoir un candidat à comprendre finalement les différents process. Euh, alors, pour être très direct, mais ça, je pense que c'est pas une surprise. C'est l'entreprise qui paye le recruteur et jamais le candidat. Et t'as finalement aujourd'hui des honoraires qui vont être entre 20 et 30% du salaire brut. Tu peux aller jusqu'à 30-35% sur tout ce qui est executive search, sur tous les postes de direction. Et tu as aujourd'hui à peu près deux façons de facturer. Ce qu'on appelle soit en retail ou alors tu as une partie 30% au lancement du mandat, 30% à la présentation des candidats et 30% au moment du placement. Ou alors tu as tout simplement sur un mandat success fees où le modèle finalement qui est plutôt classique à tous les cabinets où le recruteur est payé uniquement au résultat. Et puis généralement ce mandat du coup quand ce ne sont que des success fees, tu es généralement confronté à deux, trois cabinets avec toi, alors que quand tu es en mode retain, tu es généralement seul sur le mandat. Et c'est finalement ce qui peut changer l'approche, en tout cas des personnes qui vont rechercher et en fonction de ce qu'ils vont rechercher, c'est que quelqu'un, en tout cas un cabinet qui travaille en mode retain, aura peut-être plus de temps à consacrer, mais ça on en reparlera je pense après, mais en tout cas plus de temps à consacrer sur des profils seniors où il y aura peut-être besoin de justifier un peu plus leur candidature. Je devrais pas le dire comme ça, mais pour le coup, c'est une réalité. Oui, alors tout à fait. Par rapport à mes élèves ou les gens avec lesquels je peux en discuter, c'est très souvent vérifié ce que tu évoques. Moi, il y a une frustration qui revient assez souvent par rapport au cabinet de recrutement, c'est que comme tu le disais, les intérêts du chasseur de tête enfin, sont alignés avec ceux de l'entreprise, qui est le client final. Tu l'as dit Mhm. sans détour. Ouais, complètement. Et la frustration de beaucoup de candidats, alors les profils expérimentés dont je sers les intérêts, mais les candidats au global, c'est qu'ils peuvent entrer en discussion avec des cabinets. La discussion souvent se passe bien, voire c'était un call d'une demi-heure et ça dure une heure et demie. Certains candidats ont limite le sentiment d'avoir été pré-recrutés. Et après, il n'y a plus de son, plus d'image. Alors évidemment, dans tous les métiers, il y a des gens plus ou moins respectueux, plus ou moins professionnels. Donc voilà, c'est un peu le disclaimer du début. Mais comment tu expliques ça de ton côté professionnel et quels conseils tu as à donner aux candidats pour éviter ça en fait. Quand tu parles d'un candidat qui a discuté une demi-heure, voire une heure, c'est bien avec un cabinet de recrutement. Hein. Ouais, un cabinet de recrutement. Ouais. Alors soit pour une annonce où l'entreprise est clairement évoquée, et parfois c'est d'autant plus troublant parce que l'entreprise est anonymisée. Donc voilà, pour des raisons de confidentialité, de chasse gardée, ça peut se comprendre, mais parfois, il y a même le soupçon du fait que l'entreprise n'existe pas forcément. Donc voilà, Ouais. il y a évidemment beaucoup de choses dans ce que je te dis, mais c'est surtout, voilà, comment t'expliques. Moi, c'est un retour qu'on me fait assez souvent. Super entretien avec le chasseur de tête, que ce soit des gros cabinets internationaux d'ailleurs, comme des plus petits cabinets, et plus de son, plus d'image. Et je les relance, ils me répondent même pas, ou 2 semaines plus tard pour me dire qu'en fait, c'est mort. Alors, pour le coup, pour répondre à ta question sur le ghosting, je n'ai strictement rien à répondre. Je pense que c'est juste de la politesse. À partir d'un moment où tu as un candidat au téléphone, la moindre des choses, c'est au moins de l'informer de l'avancée du process. Donc ça, pour le coup, pour être transparent, Vincent, j'ai aucune réponse, mais ce n'est vraiment une question de politesse. Sur l'argument des fausses annonces, ça peut exister. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent pour se créer un vivier. Je pense que cette technique peut être bonne quand tu es dans un contexte où tu as peu de candidats et pas mal d'offres. Aujourd'hui, on est quand même en tout cas dans un système où il y a peu d'offres et beaucoup de candidats.
Donc, pas sûr que tu aies un vrai intérêt, en tout cas, à créer un vivier. Et puis, encore une fois, quand tu vas parler, que ce soit à des recruteurs ou à des RH en interne, tu as quand même une image de marque à respecter. Euh, donc, la bienséance veut que quand tu publies une offre, c'est qu'elle soit pour le coup réelle. Et pour répondre à ta dernière question du pourquoi tu as l'impression que ça se passe bien, parce qu'en effet, l'entretien peut s'être très très bien passé. Tu t'es dit, bon, ça va durer une demi-heure, mais finalement, ça passe une heure parce que tu te dis que c'est le candidat parfait. Et encore une fois, alors, c'est mon avis, hein, mais je pense que tu as ce système justement de pression que tu peux avoir quand tu recrutes au Success Fees, où tu vas te dire que le but, c'est de trouver le candidat parfait le plus rapidement possible, que le recruteur a certainement proposé du coup le profil du senior, que l'entreprise a certainement pu dire ben non, on a un profil plus junior. Et du coup, tu as deux façons de faire. Soit tu prends un risque, tu insistes lourdement et tu vas, ou soit tu braques le client. Et encore une fois, des cabinets de recrutement aujourd'hui, il y en a quand même assez, enfin, il y en a quand même beaucoup. Et donc, tu as beaucoup de recruteurs qui peuvent avoir peur de perdre les mandats et qui du coup craquent et enfin, finalement ne présentent pas le profil. Mmh. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et en plus de ça, comme tu l'évoquais, tu étais passé par l'audit, donc voilà, du conseil pour des clients là aussi. Euh, Finalement, alors, en tout cas d'un point de vue purement conceptuel, on va se dire que le rôle d'un consultant, quelle que soit son expertise, recrutement, audit, c'est aussi de faire appel à son indépendance qui va impliquer un meilleur discernement, une meilleure objectivité sur la situation. Euh, Ce que tu nous dis, c'est qu'en règle générale, en tout cas, les entreprises, notamment par rapport au profil expérimenté, à un moment donné, vont commencer à se mêler du travail du cabinet en lui disant, bon, bah, écoutez, non, ce candidat, trop vieux. Je schématise à fond, mais c'est un peu l'idée. Mhm. Euh, Est-ce que c'est pas le rôle d'un cabinet de recrutement, alors d'insister, je sais pas si c'est le bon mot, mais de trouver les arguments à partir du moment où tu vois le candidat t'a plu, avec ton expertise, tu as vraiment décelé une très bonne cohérence entre l'offre et le candidat. Est-ce que c'est pas le rôle du cabinet de recrutement, voilà, de défendre entre guillemets ce candidat qui peut peut-être un peu sortir des canons attendus, euh, et surtout ce que j'ai du mal un peu à cerner, c'est pourquoi l'entreprise ne va faire confiance qu'à moitié, entre guillemets, au cabinet de recrutement. Du coup. En fait, tu as t'as deux façons de penser. Et je pense que le rôle d'un cabinet de recrutement dès le départ, déjà, c'est de se positionner comme un partenaire et pas comme un prestataire. Et je pense que déjà, ça va changer la dimension quand tu vas après parler, que ce soit avec les RH ou avec les opérationnels, parce que les deux acteurs d'un recrutement, enfin les trois acteurs à part enfin les quatre même, à part le recruteur, le candidat, mais les deux acteurs après en interne, tu as le RH et les opérationnels. En tout cas, ceux qui vont rencontrer le candidat. Quand tu arrives finalement en tant que cabinet à faire comprendre que tu es plus qu'un prestat parmi tant d'autres, mais que tu as un réel partenaire, que tu es là pour véhiculer finalement leur image de marque, que tu es là aussi pour véhiculer. En fait, c'est la transparence que tu es là pour véhiculer ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien. Euh, Finalement, entre guillemets, je grossis un peu le trait, mais tu ne leur laisses pas trop de choix quand tu envoies des candidats. Moi, c'est ce que je dis à tous mes clients, et ça m'arrive de refuser du coup des mandats parce que je ne perçois pas finalement ce côté partenaire et j'ai plus l'impression d'être une boîte aux lettres. À Oui, mes clients, je leur dis s'il y a trop d'ingérence, tu peux pas faire ton métier, entre guillemets. exactement, exactement. Et mes clients, je leur dis tout, je ne suis pas une boîte aux lettres. Je suis pas là pour vous envoyer 50 CV. Le jour où ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Chaque candidat que j'envoie, en fait, c'est ma notoriété, en fait, c'est mon image de cabinet qui est en jeu. Donc, chaque fois que j'envoie un candidat, c'est que je suis sûr de sa candidature, qu'il ait 20 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Euh, donc, généralement, allez à 95%, parce que tu peux toujours avoir après, parce que finalement, je sais pas, ça va pas le faire pour autres, mais les candidats que j'envoie sont vus. Et tu as un exemple, alors voilà, en anonymisant les Ouais, bien identités sûr. des sociétés, mais un exemple où justement tu as un peu poussé, entre guillemets, contre vents et marées, un candidat et notamment un profil senior. Et quel argument t'as mis en avant? Ça m'intéresse. De rentrer un peu dans le secret des dieux de ce type. Ouais, ouais. Non, non, mais alors, pour le coup, il y a pas trop de secret. Oui, ça m'est arrivé et plus d'une fois. Euh,
En fait, l'argument qu'on te pousse régulièrement, c'est je veux un profil dynamique. Donc tu leur dis, mais dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, dynamique, c'est quelqu'un qui va être punchy, qui va être capable, je sais pas, si tu parles d'un directeur commercial, d'aller pouvoir se déplacer aux quatre coins de la France pour rencontrer ses équipes, ou, enfin, donc tu leur dis ce que vous recherchez, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui en capacité de gérer une équipe, d'être dynamique dans le bon sens. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est punchy, enfin, et qui est capable de pouvoir se déplacer. Ils me te disent oui, bah donc voyez-le. Mais pourquoi? Il a 50 ans. Je dis, mais il a 50 ans, mais quelqu'un de 50 ans peut être beaucoup plus dynamique que quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans, ou même quelqu'un qui a peut-être 40 ans, qui va être, comme nous, père de famille, qui va être contraint peut-être de devoir garder un enfant ou autre. Généralement, quelqu'un qui a 50, 55 ans a beaucoup plus de liberté pour se déplacer parce que moins de contraintes professionnelles, enfin, moins de contraintes, pardon, familiales. Euh, donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je leur dis, mais en fait, vous le voyez, ce n'est pas une perte de temps. C'est horrible de le dire, mais c'est vraiment, ce n'est pas une perte de temps. Et puis vous me direz. Et puis dans 95% des cas, le retour est positif. Ouais, et finalement, on est vraiment dans le préjugé absolu. C'est que Ah mais complètement, le dynamisme, que ce soit les jeunes, les vieux, quelqu'un de corpulent ou de maigre, voilà, on parlait du genre tout à l'heure, la couleur de peau. À nouveau, c'est une histoire de personnalité et d'individu. Et, euh, oui, et en fait, c'est vrai qu'on va souvent attribuer l'aspect dynamique aux jeunes, quand en plus de ça, là c'est un peu mon expérience terrain avec mes élèves, etc. Quand on a des gens qui ont une longue carrière derrière eux, qui, entre guillemets, ont le sentiment de devoir tout prouver. Ça fait des mois, voire parfois un an et demi qu'ils cherchent. Entre guillemets, ils sont morts de faim, mais dans le bon sens du terme. C'est que quelqu'un exactement, qui leur donne leur chance, ils vont s'engouffrer dans la brèche, bah, justement comme des morts de faim, et faire le boulot, mais comme jamais, parce qu'ils vont avoir aussi cette forme de reconnaissance. complètement. Euh, Merci pour l'exemple. Par rapport aux candidats, quel serait ton meilleur conseil pour se différencier aux yeux d'un recruteur? Et j'entends par là un chasseur de tête comme toi, parce que des candidats, tu dois en voir pas mal, éplucher pas mal de CV. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bon, bah lui, j'ai envie de l'amener au bout, au-delà de ses qualités intrinsèques, j'ai envie de l'amener au bout, puisque à nouveau, tes intérêts sont alignés avec ceux de l'entreprise, comme on en parlait tout à l'heure. Alors pour le coup, la question est pas évidente parce que clairement cette question peut être bonne pour un senior, peut être bonne pour quelqu'un qui démarre sa carrière, qui est en pleine, quelqu'un qui a 30, 40, 50. Enfin, c'est finalement toujours un peu les mêmes conseils, mais si on doit cibler vraiment sur la partie senior, en fait, c'est surtout euh, comment dire, je pense rassurer les recruteurs des différents stéréotypes que tu peux justement avoir dès le début. En gros, euh, les stéréotypes que tu peux avoir, c'est déjà une rémunération. Finalement, tu t'attends que quelqu'un qui soit senior ait une rémunération qui soit élevée. Tu as aussi toute cette partie euh, manque d'adaptabilité, toute cette partie aussi dynamisme, et une partie aussi peut-être déconnexion générationnelle. Alors ça, je parle plus pour des acteurs qui sont par exemple dans des startups ou autres, où aujourd'hui tu as une moyenne d'âge de 28, 30 ans, et pour le coup c'est une réalité, où c'est toujours compliqué de dire je vais envoyer quelqu'un de 50, 55 ans, et puis même aussi pour lui, est-ce qu'il va se sentir à l'aise? Enfin, c'est toujours aussi compliqué sur cette partie startup. Oui, oui, Euh, complètement. mais donc, je pense que ce qui est important, c'est du coup de lever finalement les freins directement. Alors, et pour répondre à la question, parce que c'est pas évident non plus, parce que généralement la première image qu'on a d'un candidat, c'est son CV. Donc en 8 secondes, on est censé du coup pouvoir différencier le CV, enfin, en tout cas un CV nous saute aux yeux. Donc je pense que ce qui est important, c'est déjà de montrer les réalisations, et des réalisations concrètes avec des chiffres. En fait, ce qu'il faut, c'est pas seulement avoir des listes de courses, c'est d'avoir des réalisations concrètes sur donc le plus chiffré possible sur, je sais pas si c'est un consultant en transfo, c'est une baisse de 25% des coûts, des choses comme ça sur un commercial, d'avoir augmenté de 50% des contrats, d'avoir managé une centaine enfin c'est pouvoir finalement se dire cette personne
il va cocher les cases parce qu'elle est aujourd'hui en capacité de pouvoir faire ce qu'on va lui demander. Je sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais c'est une question pour le coup qui est pas forcément la plus évidente parce que encore une fois, je te dis, c'est cette question, on me la pose, peu importe l'âge. Oui, alors ça répond tout à fait à la question et je suis à 200% aligné avec toi. Pour moi, il y a vraiment une incompréhension sur l'exercice du CV qui est assez généralisée. C'est que pour beaucoup, ça va être une forme de synthèse d'accumulation de fiches de poste. On va être dans une dimension très descriptive et on va comprendre évidemment le périmètre sur lequel a évolué la personne. Mais la question que va se poser un recruteur, en tout cas, c'est tel que tu le ressasses là aujourd'hui, et moi, c'est un message que je martèle à mes élèves, c'est les preuves de est-ce que il ou elle va réussir à faire le job. Ce qu'attend le recruteur, c'est pas de savoir ce que tu as fait, c'est la fiche de poste, c'est de savoir si tu l'as fait et surtout bien fait. Exactement. Et on est en plein dans les résultats que tu évoques. Alors évidemment, les chiffres, c'est la pierre angulaire de la démarche, mais ça peut être des noms de partenaires, de clients prestigieux, des projets que tout le monde va connaître, type Paris 2024. Enfin, voilà, donc ouais, ouais, je te suis à 100%. Par rapport au dynamisme, les préjugés un peu que tu évoquais tout à l'heure, l'adaptabilité, etc., c'est quelque chose que tu vas aller chercher dans le CV et pendant l'entretien, tu vas, entre guillemets, un peu le tester quand il s'avère que c'est un candidat senior face à toi. Alors, pour le coup, l'adaptabilité et le dynamisme, tu as du mal à le voir sur le CV, pour le coup. Donc ça, tu as besoin quand même de rencontrer la personne. Mais c'est le but, hein, pour le coup, d'un cabinet de recrutement. Si on se contenait à envoyer des CV qui collent à 100%, encore une fois, tu ne deviens simplement plus qu'une boîte aux lettres et un envoi de CV. Donc, ce qui est important, c'est pouvoir discuter. Et pour discuter avec pas mal de seniors, il y a beaucoup de gens qui leur conseillent de retirer soit leur année de naissance, soit de l'année de diplôme sur le CV. J'ai toujours du mal avec ça. J'ai toujours du mal avec ça parce que pour le coup, je prône la transparence et, et, et finalement de donner ça, j'ai l'impression. En fait, je me dis, est-ce que je participe à contourner le problème ou du coup, est-ce que je continue à insister sur une discrimination qui ne devrait pas avoir lieu? J'ai beaucoup de Hmm. mal avec ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, je partage ton analyse. Après, pour rassurer tout le monde, je pense qu'il y a une tendance démographique qui va s'imposer aux esprits de Ouais, toute façon. La population, et notamment celle des actifs, est vieillissante et des quadras bien tapés, des quinquas et évidemment des plus de 60 ans, il va y en avoir de plus en plus sur le marché de l'emploi et ça va devenir la normalité. Après, ce que tu évoquais aussi, c'est que je partage, je pense, ton avis sur le fait que maquiller, c'est reculer pour mieux sauter. Enfin, ça repousse le problème, puisque en fin de compte, en entretien, bah, l'âge se verra quand même. On va rentrer dans le détail des expériences et je vais même aller plus loin. C'est en tant que senior, si une société n'est pas prête à vous accueillir tout simplement parce que vous avez 47 ans, 57 ans, est-ce que vous avez envie de travailler avec ce type de personnes, en tout cas ce type d'état d'esprit? Et la exactement. question est ouverte, donc ça permet aussi de faire ses choix. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour choisir les cabinets avec lesquels travailler, est-ce que tu aurais des conseils? Parce qu'il y a vraiment toutes les tailles, tout type de cabinets, internationaux, français, voire régionaux. Est-ce que tu as des conseils à fournir aux candidats? Et là, à nouveau, si en plus de ça, tu as des conseils spécifiques pour les candidats Ouais. seniors. En fait, aujourd'hui, quand tu essayes de faire un peu le mapping des cabinets de recrutement et même maintenant des collectifs où tu en as quand même t'as de plus en plus de cabinets indépendants qui rentrent pour le coup dans des collectifs. T'as aujourd'hui, en effet, ce que tu disais, tu as trois grandes familles. Tu as les grands réseaux généralistes internationaux qui vont traiter pour le coup des volumes énormes sur tous les niveaux de seniorité. Alors pour le coup, le gros avantage pour eux, c'est que tu as un nombre de mandats qui est quand même assez fort. Le désavantage, c'est que généralement, tu as un consultant qui va peut-être gérer une vingtaine, une trentaine de mandats et du coup qui est plus sur du chiffre et qui aura peut-être moins de temps à consacrer
à chaque profil et à défendre chaque profil. T'as ensuite du coup les cabinets qui sont spécialisés hein, sur un secteur ou sur une fonction, où le cabinet pour le coup, ou en tout cas le consultant va connaître parfaitement son métier et qui va pouvoir argumenter justement techniquement face à un client qui peut être récalcitrant sur un profil ou sur un autre. Et t'as du coup la troisième famille qui monte en France depuis quelques années, et t'as de plus en plus du coup de cabinets ou de structures qui sont justement dédiées aux talents expérimentés de 45 ans et plus, parce que c'est vrai que de plus en plus, avant un senior c'était 55, maintenant un senior est considéré à partir de 45, et tu as plusieurs cabinets du coup qui signent en plus des chartes hein, sur les talents seniors, sur des choses comme ça, et qui du coup eux sont vraiment spécialisés sur ces recrutements, c'est leur marque de fabrique et donc ils n'ont aucun intérêt à cacher ou à mentir en tout cas sur l'âge. Mais en fait, il y a un piège que je vois pour le coup souvent et que je vois de plus en plus, c'est que tu as beaucoup de cabinets hein, qui communiquent beaucoup sur l'inclusion des seniors, mais qui finalement aujourd'hui dans la réalité ne changent pas grand-chose. Je pense à un candidat senior qui avait signé avec un cabinet parce qu'il avait vu plein de postes justement sur l'inclusion, euh, et 6 mois après, t'as toujours rien. Oui, alors de toute façon, les certifs, les labels, en France, on est un peu les spécialistes dans divers domaines. Ouais, Pour se donner bonne conscience, effectivement, faut voir ce qu'il y a derrière le vernis de la façade. On est d'accord là-dessus. T'as des labels à recommander en particulier, enfin, qui, entre guillemets, sont avérés dans la qualité de la démarche derrière? je crois que t'en avais deux qui étaient portés par l'APEC, qui étaient justement en talent senior ou à tout senior. D'accord. Mais je pourrais pas t'en dire plus. C'était les deux que j'avais en tête sur l'APEC, Ok. qui pour le coup, en termes de label, étaient plutôt fiables. Ok. Eh ben, écoute, nickel. Toi-même, alors, Cabas Talent, hein, c'est ça ton cabinet? Ouais, Il a ce type de label ou pas pas du tout. spécialement? Ok, d'accord. Non, non, Mais ça t'empêche pas de bosser avec des seniors et a priori de bien le faire aussi. Donc non, voilà. non. Oui, oui. Non, Et- non, mais le label finalement permet d'avoir une certification entre guillemets. Ce qui est important pour moi, c'est surtout de défendre mes valeurs. Il y a, pour finir sur la question des petits, enfin, en tout cas des conseils pour trouver le bon cabinet. En tout cas, sur la partie senior, je pense qu'il y a quelques questions qui peuvent être utiles. Du style, c'est déjà, enfin, pour s'assurer déjà du cabinet, c'est déjà éventuellement demander s'ils ont déjà placé des profils de leur âge, sur quel type de poste, dans quel type de secteur. Demander aussi éventuellement sur les mandats sur lesquels ils bossent, s'ils travaillent justement en exclusivité ou justement sur en mise en concurrence, parce que ça va justement, ce qu'on disait tout à l'heure, changer l'approche. Généralement, un cabinet qui travaille pas justement au succès, mais qui travaille avec un retail, a généralement un peu plus de temps parce qu'il n'est pas mis en concurrence. Donc, il a généralement un peu plus de temps à accorder sur les profils et justement pour pouvoir défendre les profils, encore plus le profil senior. Et la dernière question, alors qui est toujours compliquée à répondre et qui est pas évidente, mais qui en tout cas peut être une bonne question, c'est si un client hésite sur mon profil, qu'est-ce que vous faites? c'est pas alors là c'est la première question qui me vient. Est-ce que c'est pas un peu trop bold, enfin oser ça met pas Retour. trop en Qui porte-à-faux ne, le chasseur de tête? Non, en fait, c'est pour le coup, soit tu le prends mal, et si généralement tu le prends mal, c'est que t'es pas à l'aise avec la Ouais, c'est vrai. situation. C'est vrai, c'est vrai. Soit on te pose la question, c'est des cas concrets, ça t'est déjà arrivé, tu sais quoi répondre. Généralement, quand tu prends mal quelque chose, c'est que t'es pas à l'aise. Donc, Alors, si tu très sais, excellent point. si tu sais exactement quoi répondre, si tu es à l'aise avec justement le recrutement des seniors, tu es à l'aise pour répondre à la question. Ouais, c'est une façon de sélectionner le cabinet. Je reviens sur l'un de tes conseils là, sur les précédents, les candidats seniors en l'occurrence que le cabinet aurait déjà placé. Est-ce que ça peut se faire
de demander éventuellement les coordonnées d'une ou deux personnes pour se renseigner sur la façon avec laquelle ça avait été fait ou c'est déplacé selon toi? Là, pour le coup, je pense que c'est déplacé. Autant la question de savoir comment la personne réagit si on lui pose la question du recrutement de seniors, si on lui dit non, c'est une bonne question. Là, ça devient, Bah, ça implique une autre personne en plus. ouais. Là, pour le coup, clairement, j'ai aucun problème avec le recrutement des seniors et je milite. Si on venait à me demander des coordonnées, t'as quand même des confidentialités. Enfin, je suis pas sûr Mmh. que. Oui, et c'est vrai que comment dire, c'est une façon de te dire aussi, malgré ce que tu me dis, je te crois pas vraiment sur parole, quoi. Oui, oui. Ouais, et puis encore une fois, c'est au-delà de ça, c'est que tu impliques d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie d'être contactées. Enfin, Mmh. Ouais, ouais, alors ouais. je voyais ça Là, effectivement comme je un suis peu, moins à l'aise là-dessus. ouais, un appel de prise de référence pour le cabinet, mais je comprends tout à fait tes arguments et ok sur la limite entre guillemets à pas déplacer, à pas dépasser, pardon. Euh, Question un peu provoque, mais est-ce que tu aurais des critères à partager? Tu y as un peu partiellement répondu sur la distinction entre bon et mauvais, ou en tout cas moins pertinent recruteur. Comment un peu Compliqué. ça fait faire le tri, voilà, des questions sans rentrer non plus dans un truc, des tips d'agents secrets, mais voilà, est-ce qu'il y a des red flags en fait à lever, quoi? Ouais, alors c'est pas vraiment des red flags, et puis c'est compliqué comme question, parce que tu vois, entre un bon recruteur et un mauvais recruteur, je me place où, Alors, déjà? sinon, on peut parler des chasseurs. Est-ce qu'il y a les bons et les mauvais Ouais, chasseurs? non, non, mais en fait, t'as aujourd'hui plusieurs, alors, j'ai plutôt utilisé plusieurs moyens de recruter au lieu de recruteurs. T'as, donc les deux grosses catégories. Donc, finalement, tu peux avoir les deux, hein, parce que tu peux aussi, avec certains clients, bosser au succès, et avec d'autres clients, bosser en retain. Ce n'est pas une généralité. Ce que je veux dire, pour le coup, c'est vraiment pas une généralité. Mais tu as ceux qui vont bosser en concurrence, donc ils vont avoir une tendance à aller recruter le profil le plus le plus facile, pour le coup, entre guillemets, peu importe les critères. Tu as ceux qui travaillent justement au retail, donc ils sont seuls, et donc généralement ils ont quand même plus de temps et ils vont prendre plus de temps pour les profils, on va dire, entre guillemets atypiques, même si aujourd'hui les niveaux de seniorité peuvent rentrer dans les phases atypiques. Tu as aussi d'autres, pour le coup, façons de recruter, où tu postes une annonce, t'attends que les CV tombent, et là, tu n'es qu'une boîte aux lettres et t'envoies des CV, où tu présentes à peine le candidat. Je pense que ce qui différencie du coup un bon recruteur d'un mauvais recruteur, en tout cas pour moi, c'est la transparence. Et c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Mais que ce soit transparence côté client et côté transparence côté candidat. Transparence côté candidat, c'est d'être pour le coup le plus clair du début du process à la fin du process. Que ce soit déjà sur les différentes étapes. Alors dire, ben, j'ai présenté votre candidature, je l'ai pas présentée pour telle ou telle raison, ou votre candidature a été présentée, il a été refusée pour telle ou telle raison. Et pareil, que ce soit premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, c'est déjà donner un maximum d'informations. Mais surtout, alors, et ça vaut pour tous les profils, seniors et autres, c'est d'être transparent sur ton client. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de présenter les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs qu'il peut y avoir et sur lequel toi, en tout cas, tu es au courant. Euh, pour la simple et bonne raison que un recrutement, c'est quand même un match entre les attentes d'un client et les attentes d'un candidat. Euh, Tu peux avoir des problématiques, mais qui sont du coup entendables par un candidat parce qu'ils vont se dire, bah oui, ok, il y a tel point, mais moi ça me dérange pas personnellement. Mais c'est quand même toujours très désagréable de finaliser un entretien de recrutement en te disant c'est la boîte de mes rêves, il y a zéro red flag, de rentrer finalement t'as 4 ou 5 et au bout de 6 mois tu vas pas plus loin et tu démissionnes. Ça pour le coup c'est le pire pour un cabinet, et c'est le pire pour un client et c'est le pire pour un candidat. C'est qu'une mission aille pas au bout. Enfin en tout cas aille au bout en termes de recrutement, mais n'aille pas au bout de la période d'essai. Alors, juste pour les personnes qui nous regardent, je suis pas en train de faire le ménage, j'ai mon petit à côté. J'avais prévenu Alexandre, donc je suis bien dans la discussion, mais effectivement, je m'occupe de mon petit à côté. Merci, merci pour ce partage là-dessus. Euh, Après, ce qui est compliqué aussi, c'est
j'ai l'impression, enfin, je sais pas si tout le monde en a conscience, mais que parfois, puisque le recruteur va contacter le candidat, ça va lui redonner de l'espoir. Parfois même de la confiance en lui parce que il peut se prendre des portes non-stop. Et là, un recruteur, c'est le tout début d'un process qui peut peut-être commencer. Ça peut vraiment être le début du bout du tunnel pour le candidat. Et ça peut vraiment faire mal parfois. Voilà, on en parlait un peu en début de discussion, mais de se dire, allez, ça y est, c'est parti. En plus, la discussion marche bien et finalement, ça me claque entre les doigts. Donc c'est pour ça aussi que je te posais la question, c'est que très souvent, forcément, bah, c'est une discussion qui, entre guillemets, ne peut pas mal se passer. Tu as choisi un candidat sur la base de son profil LinkedIn, de son CV. A priori, la discussion vaut le coup quoi qu'il arrive. Pour le candidat aussi, lui, ben, il est en recherche d'emploi. A priori, tu vas lui proposer quelque chose qui match un minimum. Mais c'est vrai qu'il y a un peu parfois cette rupture assez brutale qui peut arriver. Et c'est aussi pour ça que je posais la question, quoi. Même si effectivement, Après, c'est difficile. ouais. Alors, je comprends ce que tu dis. En revanche, il y a quand même un point à nuancer par rapport à l'approche. En fait, en tout cas, moi, quand j'ai un mandat et que j'entame un process de recrutement, j'ai généralement une première précale téléphonique de 15-20 minutes. Ou parce que tu as un CV devant les yeux, tu as un profil LinkedIn devant les yeux qui va cocher des cases parce que soit tu as des chiffres qui t'ont intéressé, ou alors tu as en tout cas des indicateurs qui font que c'est la bonne personne. Mais cet échange de 15 minutes va pouvoir quand même permettre soit de confirmer, soit de se dire que ce n'est pas la bonne personne parce que un secteur qui va pas forcément lui plaire, ou parce que justement les critères ou la boîte ne va pas lui plaire. Mais en revanche, en effet, quand au-delà de ce quart d'heure, donc cette première entretien de précal, tu engages un deuxième entretien où là pour le coup tu vas plus loin, là le process s'amorce vraiment. Mais les premières 10, 15, 20 minutes ne veulent pas forcément dire qu'on engage le candidat dans le process. Tout à l'heure, tu en parlais sur le business model du cabinet de recrutement, sur cette commission qui va être proportionnelle aussi au niveau de salaire, la rémunération brute. Donc, dans la limite du raisonnable, évidemment, le recruteur a tout intérêt à ce que le salaire soit le plus élevé possible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des candidats jouent carte sur table avec toi, te disent bah, écoutez, moi je veux qu'on bosse comme une équipe de double au tennis. Euh, je connais vos intérêts, en tout cas, voilà, je m'en doute. Comment je peux faire pour vous faciliter le travail? Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, entre guillemets, un peu faire tomber les masques? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est quelque chose que tu recommandes même aux candidats? Alors, ça m'est déjà D'aborder le sujet arrivé. un peu sans tabou, tu vois, sans, on va dire, forme inutile. Ouais, ça m'est déjà arrivé pour le coup. Euh, j'ai pas compris tout de suite le principe pour le coup. Non, mais en toute franchise, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte euh, dans le sens où j'ai pas besoin, si je crois en mon candidat, j'ai pas besoin d'avoir une prime supplémentaire. Pour le coup, fais partie des gens qui sont. C'est pas au candidat pour le coup de payer un recruteur. Le mandat vient d'une entreprise. Après, t'as d'autres façons d'accompagnement, en effet, côté candidat, mais là, pour moi, c'est autre chose. C'est de l'accompagnement, justement, à la préparation, enfin, ça va au-delà qu'une simple présentation où je peux défendre un profil. Du coup, quand on m'a posé la question, j'ai pas compris. Mais vraiment, j'ai mis une minute à me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Euh, et finalement, je me dis que j'ai pas besoin d'avoir une com supplémentaire. Si je crois en son profil, ça me suffit. D'accord, donc c'est inutile en tant que candidat de, entre guillemets, la jouer trop complice sur ce côté rémunération, sur bah écoutez, Monsieur Ducrot, comment, voilà, moi je peux vous faciliter le travail. Qu'est-ce qui ferait que, voilà, bosser ensemble, porter ma candidature serait peut-être chose plus simple pour vous. Ça sert à rien de rentrer dans ce type de discussion. En fait, au-delà de ça, je vois pas ce qu'il peut m'apporter en plus. Enfin, je vois pas ce qu'il peut apporter en plus de C'est une vraie notre question. échange, en plus de, ouais,
Bah, si par exemple, alors c'est le premier exemple qui me vient en tête, hein, mais notamment sur le Mhm. niveau de salaire, euh, pour assurer le coup, si voilà un candidat qui va te dire moi le but c'est que ça aille au bout et évidemment pour vous aussi par rapport au niveau de salaire est-ce que je suis dans les clous? Si toi tu lui réponds ben, d'emblée non non là clairement par rapport à mon candidat final impossible que lui le baisse au bon niveau, c'est une démarche que tu vas encourager ou il vaut mieux que voilà chacun entre guillemets joue sa partition, le candidat à la limite il va baisser un peu intelligemment, mais pas forcément au niveau de ton client pardon et la discussion est somme toute classique entre guillemets où chacun défend son. Alors déjà, pour être très clair, tous les candidats que j'ai en ligne sont au courant du niveau de rémunération que propose mon client. Déjà, pour moi, ça, c'est la base. Enfin, il y a un C'est que moment, c'est un deal c'est un, breaker donc oui, oui autant en parler dès le début. oui, oui. Donc, de toute façon, un candidat, au bout d'un quart d'heure du premier échange, est au courant du niveau de rémunération auquel il pourra être. Et pour le coup, c'est une excellente question, Vincent. Et elle revient énormément de fois, encore plus sur les profils, justement, seniors, atypiques, ou en tout cas qui ont du mal à retrouver, pour le coup, un job. C'est, je dis n'importe quoi, hein, Alexandre, sur mon dernier emploi, j'étais à 150. Euh, Aujourd'hui, je suis prêt à être à 70-80. Pour le coup, je comprends qu'il y a une réalité. Je comprends que certaines personnes peuvent être au chômage depuis 2, 3 ans ou ont un vrai besoin de retrouver un boulot. Euh, mais quelqu'un qui se positionne à 70-80, je suis pas sûr que ça non plus, ça véhicule la meilleure image. Déjà, tu vas avoir un sentiment de frustration. Tu étais à 150 il y a 2 ans. Demain, tu vas sur un job à 80. Il y a forcément un sentiment de frustration. Tu vas te dire, il me manque 70. Tous les 3 mois, tu auras tendance à aller voir ton N plus 1 pour aller réclamer 10, 20, 30% en plus pour retourner sur ce niveau de rémunération. Alors, peut-être pas 150, mais il y a un moment, faut pas être décorrélé du marché. Et surtout, quelqu'un qui arrive avec un niveau de seniorité, qui est quand même censé apporter un réseau, qui est censé pouvoir apporter des vraies performances, pour le coup, peu importe le job. Si tu arrives en disant, je suis à 70, c'est que finalement, tu vends un travail à 70. Et donc, pour moi, finalement, tu dévalorises, pardon, euh, qui tu es vraiment. Donc ça, pour le coup, je le déconseille à chaque fois. Même si je peux comprendre les réalités du marché et que t'as besoin de rebosser. Excellente recommandation ouais, de ne pas se brader et je trouve hyper intéressant le mauvais signal qui peut être perçu sur voilà un directeur des opérations qui a 25 ans d'expérience accepter de descendre à 50K. Voilà, enfin Ouais. dépendamment des secteurs hein, et toute situation peut avoir ses spécificités, mais effectivement ça peut inquiéter. Une question qu'on me pose souvent, et ton avis de recruteur va intéresser tout le monde. La bannière Open to Work sur LinkedIn. Alors, je sais qu'on peut différencier uniquement vue par les recruteurs, mais on va parler de celle vue par tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, voilà, je profite de t'avoir sous la main pour te poser directement la question. Est-ce que tu connais un recruteur ou toi-même, on veut des noms qui se disent la bannière Open to Work, c'est finalement quelqu'un qui est un peu en train de quémander et ça le dévalorise. En gros, je recrute pas des gens qui ont la bannière Open to Work. C'était le débat de l'année dernière. Un débat qui m'a horripilé. Je vois pas en quoi quelqu'un qui se met en open to work va montrer une image de mort à la fin. Enfin, je suis désolé, mais quelqu'un qui est open to work, c'est qu'il est open to work. Je suis désolé, moi, demain, et ça m'est arrivé énormément de fois, où quand j'avais quelqu'un qui m'affichait clairement qu'il est open to work, mais je vais le contacter directement. S'il est ouvert à travailler, eh ben très bien, discutons. C'était le grand débat LinkedIn, qui pour moi n'avait vraiment aucun sens, et qui en plus est un débat qui a été pris en main par des personnes qui n'avaient rien à voir au recrutement. Je me souviens encore de conseillers bancaires qui donnaient leur avis sur le bandeau Open to Work. J'avais envie de leur répondre, écoute, moi j'ai pas discuté d'épargne financière, laisse le recrutement aux gens qui font du recrutement. Donc c'était pour moi un débat, mais du plus stérile au monde. Et je pars du principe où quand t'es open to work, mais pour moi c'est du pain béni. Si la personne est dans le secteur, correspond, et en plus il est open to work, mais génial. Après je dis pas enfin c'est pas pour se faciliter le travail. Et entre guillemets si, que finalement aujourd'hui
Sur LinkedIn, quand tu as un mandat, tu vas pouvoir contacter, je dis n'importe quoi, mais une centaine de personnes. Mais si tu vois 10 personnes qui correspondent au métier et qui sont open to work, mais tu te dis que tu auras forcément 10 retours positifs. Donc Ouais, non, oui, c'était le vrai débat, mais je ne le comprendrai jamais, celui-là. ouais, et surtout, alors, je vais complètement dans ton sens, hein, à un moment donné, ben, pour être recruté, faut faire savoir qu'on est disponible. Ça induit très souvent une disponibilité immédiate ou quasi immédiate, ce qui peut être un critère discriminant par rapport à certaines annonces. Et l'autre sujet, c'est que c'est souvent la peur du regard des autres. C'est une peur de candidat, mais j'ai jamais entendu un recruteur, et là je te l'ai demandé à toi pour avoir un avis de recruteur en plus sur la question, mais j'ai jamais entendu un recruteur me dire, écoute, moi les gens qui ont un bandeau open to work, pour moi, ils sont sur la voie de garage du marché de l'emploi, c'est des intouchables, quoi. C'est que vraiment, Ouais, ça n'a ouais. aucune incidence sur la valeur perçue du profil. Non, non, mais zéro, mais en plus, c'est complètement, enfin, ça a toujours été un faux débat parce que sur LinkedIn Recruteur, qui est donc, du coup quand même la plateforme par laquelle on passe pour aller chercher des candidats, tu as la possibilité de mettre que tu as l'écoute du marché. Ça veut dire que t'en as qui le mettent en façon un peu cachée et qui ne le mettent pas sur le profil, et d'autres qui l'affichent ouvertement. Mais dans tous les cas, ils sont ouverts au marché. Enfin, il y a un moment. Ouais, et alors c'est un Allez-y, mettez open to work. ouais, je partage complètement, et j'ai même un élève qui me faisait une excellente remarque, qui me disait, moi avec le Open to Work, j'ai même des personnes de mon réseau proche ou non, hein, qui m'ont contacté pour me proposer des Ah ouais? opportunités, des gens qui n'étaient eux-mêmes pas recruteurs. Donc du coup, si c'était uniquement accessible à la vue des recruteurs, hein, ces gens-là n'auraient pas pu l'aider, lui transmettre ces opportunités en question. Donc potentiellement, vous vous coupez d'opportunités en n'indiquant pas. Il ne s'agit pas d'en être fier, mais il ne s'agit pas non plus d'être honteux de mettre open to work, quoi. Exactement. Euh, un autre sujet, c'est le réseau de recruteurs. C'est que, par exemple, en tant que candidat, ben c'est ton quotidien, hein. Tu vas entrer en contact avec des candidats et eux des recruteurs. Parfois, le courant se passe très bien, même le process peut bien se passer, parce que je te parlais des trains qui déraillent tout à l'heure, mais il y a plein de recruteurs qui font très bien leur boulot, et les candidats eux-mêmes en sont satisfaits, que ça marche ou non. Mais si ça marche pas, quels sont tes conseils pour entretenir la relation? Parce que voilà, je suppose que des contacts et des contacts différents, t'en as pléthore. Comment voilà rester bien dans l'esprit d'un recruteur, entre guillemets, prendre de ses nouvelles, entretenir le réseau, et disposer un peu de son réseau de recruteurs. Ce serait quoi ton conseil par rapport à ça? Bah déjà, je pense que ce qui est important pour entretenir ton réseau, ou en tout cas commencer à le former, c'est de pas le faire quand tu es dans une urgence absolue. Euh, Parce que encore une fois, le recrutement des seniors, on l'a compris, enfin déjà le recrutement général aujourd'hui est un peu plus compliqué qu'il y a un an ou 2 ans. Tu trouves quand même un job beaucoup moins facilement qu'il y a un an ou 2 ans. Donc déjà, je pense le réseau, mais pour tout le monde, hein, mais encore plus peut-être pour les seniors, c'est de le faire régulièrement, de contacter les personnes en tout cas qui prennent position sur LinkedIn, parce que ce sont les personnes qui sont en tout cas les plus à même du coup à pouvoir échanger sur ces sujets, à comprendre les sujets et en tout cas à les porter, ce qui est quand même important. Et puis après, c'est de d'avoir un échange tous les 4 6 mois. Plus ça peut devenir intrusif dans le sens où on a quand même beaucoup de candidats, on a des mandats, enfin il y a quand même toute une vie à côté. Ouais, C'est plus en effet, c'est des, des mails de rappel, des choses comme ça en disant je suis toujours à l'écoute sur tel poste, ouais, toi, ça te suffit. Il n'y a pas forcément besoin de plus en termes de fréquence, ou de rentrer dans une discussion. Alors, j'allais dire plus personnelle, c'est pas tout à fait le mot, hein, mais juste te dire, bon, écoutez, Monsieur Ducrot, je suis toujours en recherche. Si vous voyez une opportunité, toi, ça te suffit comme message. Il n'y a pas besoin d'en faire plus au niveau du relationnel, etc. Non, pour le coup, j'échange quotidiennement hein, avec 4 5 candidats qui me contactent, enfin, qui prennent directement rendez-vous dans mon agenda, tout type d'âge pour le coup. Et je leur dis, en fait, ce qui est important, c'est tenez-moi au courant de vos avancées. Enfin, s'il n'y a pas d'avancée, s'il n'y a pas de nouveauté,
ça sert à rien qu'on sait au téléphone ou qu'on sait par mail toutes les 3 semaines. Enfin, à un moment, ça devient limite intrusif ou en tout cas un peu trop. Mais c'est tenez-moi au courant de là où vous en êtes. Si vous avez des process qui avancent, tenez-moi au courant. Si vous avez des questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponse, on s'en parle. Et après, du coup, quand j'ai des candidats, j'ai un tableur où je marque le nom de la personne, ce qu'il fait, où il en est rapidement. Et donc, du coup, ça me permet, et surtout ce qu'il va rechercher. Donc, ça me permet, quand j'ai un mandat, de pouvoir déjà aller regarder si j'ai quelqu'un dans mon vivier que j'ai eu au téléphone récemment. Donc, non, ouais, allez, 3, 4, 6 mois, ça dépend, mais pas Alors, plus. tu me dis si je me trompe, hein, mais mon interprétation de ta réponse, c'est que c'est inutile de trop jouer sur le côté interpersonnel. C'est plus régulièrement faire matcher les intérêts. C'est Exact, venir checker, toi, ben, quelles sont les opportunités sur lesquelles ben, tu bosses hein, concrètement. Et ouais, si eux, ben, effectivement, ils pourraient correspondre. Mais c'est vraiment des rappels très rationnels, très intéressés même, mais ça te va complètement. On est dans un truc business, si je puis dire, quoi. Et ça exactement. suffit. Ok. Non, mais en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais en fait, on peut pas devenir proche. Enfin, pour le coup, Oui. Non, c'est vrai. t'imagines que j'ai 4, 5 candidats par jour, ça fait 25 par semaine. Par mois, je te laisse faire le calcul. Et depuis que je fais ce métier, en plus des personnes que moi j'appelle par process, là, 4, 5 personnes, c'est des personnes qui me contactent d'elles-mêmes. Hmm. Tu, D'avoir de l'interpersonnel avec tout le monde, ça devient compliqué. Ouais, ouais. Oui, En fait, en tout cas, moi, je suis transparent. Je suis transparent par rapport à ça. ouais, alors ce que j'apprécie dans ton retour, c'est que déjà tu le contextualises en voilà, sous-entendant que c'est ta manière de faire. Mais là, je rassure du coup beaucoup de candidats qui peuvent se dire bon, pour entretenir mon réseau, faut limite que j'écrive toutes les 2 semaines, tous les mois à la personne avec un message bien senti, avec un prétexte, etc. Pas forcément. Là, on est vraiment dans la relation business. Voilà, qu'est-ce que sur quoi tu bosses? Et sur quoi moi je pourrais me placer tout simplement, quoi. C'est exactement ça. Moi, j'ai beaucoup de candidats qui me mettent simplement bonjour Alexandre, je suis toujours à l'écoute sur les postes de direction EP, direction achat, direction juridique. Est-ce que vous avez des choses pour moi? Eh ben écoute, nickel, ça va plaire à beaucoup de monde parce que c'est vrai que l'aspect réseau, c'est difficile. Alors évidemment, ça va être différent en fonction de chacun, mais de placer le curseur sur l'investissement, sur la carte du côté interpersonnel, etc., quoi. Euh, Après, encore une fois, c'est très personnel. Peut-être que d'autres personnes réfléchissent différemment. non, mais c'est vrai Je qu'il y a sais un que tu as tel beaucoup de... volume, indépendamment des personnalités, il y a un tel volume de candidats et d'offres traitées que juste matériellement, c'est pas possible de trop rentrer dans ce type de ton de discussion, quoi. Oui, non, mais complètement. Et puis, peu importe en plus le niveau de rémunération, parce que je pars du principe que c'est pas parce que quelqu'un est à 60 qui mérite moins d'attention que quelqu'un qui est à 300. Donc, je fonctionne de la même façon avec tout le monde. Alors, un autre sujet sur lequel ton savoir va nous éclairer, c'est les ATS. Alors, toi, tu t'en sers peut-être pas directement, mais tu travailles évidemment, voilà, avec des personnes qui vont s'en servir. Donc, sans rentrer non plus dans le détail, mais quels conseils tu aurais à donner par rapport aux ATS, aux candidats? Alors, pour le coup, c'est en effet une question qui est très compliquée pour moi, dans le sens où je n'utilise pas d'ATS. Pour le coup, je suis pro IA, donc j'ai pas un problème avec l'IA, mais aujourd'hui, les candidats ne sont pas formés à faire des CV ATS compatibles. Et pour le coup, c'est très drôle aujourd'hui quand tu reçois des CV régulièrement, tu vois deux types de CV, les CV classiques avec la trame classique et des CV maintenant qui sont de plus en plus, enfin, qui naissent de plus en plus, où t'as l'impression d'avoir une espèce de fourre-tout, où t'as 40 000 mots-clés, compétences, on a 50 000. T'as l'impression qu'ils ont mis vraiment tous les mots-clés en français, en anglais, en Hmm. allemand, enfin, tous les mots-clés possibles pour passer les ATS. Il y avait même la fameuse Euh, technique de les écrire en transparence, les mots-clés. J'avais vu ça ouais, passer. ouais. Ah non, mais et puis maintenant, t'as des pavés partout. Euh, mais en fait, le souci, c'est que les ATS aujourd'hui, euh, t'as
j'ai plus les chiffres. À un moment, j'avais eu des chiffres, mais je crois que les réceptions de candidatures ont doublé, voire triplé sur certains postes. Et du coup, ça devient en fait une logique. Les RH aujourd'hui n'ont pas cette capacité à pouvoir traiter manuellement tous les CV. Et pour le coup, je défends les RH. Hein. On leur tape facilement dessus. Mais là, je les défends. Et pour donner un ordre d'idée par rapport à ça, la dernière fois que j'ai posté une offre en direction marketing, j'avais oublié de couper les vannes. Normalement, je le fais quand je reçois suffisamment de CV pour justement éviter un afflux de CV et pas répondre à tout le monde. Là, tu me fais plaisir, En j'allais l'es- venir exactement sur ce point. Je t'écoute. Et en l'espace de 2 jours, et je suis pas marseillais quand je dis ça, je m'excuse auprès de mes amis marseillais, mais en l'espace de 2 jours, j'avais reçu 2500 candidatures. Alors, je dis pas que sur les 2500, t'en as 2500 qui sont bonnes, hein, ça t'a forcément un peu tout. Mais force est de constater que sur les 2500, et là, je vais être transparent, je devrais pas le dire, je n'ai pas pu lire les 2500 candidatures. Ah Et ben, n'utilisant pas d'ATS, et n'utilisant pas d'ATS, c'est 2500. En fait, j'en ai lu 100. Et les 2400, et les 2900, enfin les 2000, pardon, 400 autres sont restés sans réponse. Je m'en excuse pour ceux qui ont postulé et qui n'ont pas eu de réponse. Mais donc aujourd'hui, les ATS sont devenus nécessaires, entre guillemets, pour les personnes qui ont besoin d'avoir une réponse. Quand je dis ça, en fait, je m'explique. En fait, c'est toujours finalement la limite de savoir à quel moment on doit répondre ou on doit dire non à un candidat. Est-ce que c'est au moment du CV? Est-ce que c'est après un premier appel? Est-ce que c'est à partir du moment où le candidat est rentré dans un process? Pour le coup, moi, je pars du principe où je me dois de répondre à un de mes candidats quand je l'ai eu au téléphone. L'envoi des CV, c'est un peu différent. Peut-être que c'est pas bien ce que je vais dire, mais je pars du principe où le mail que tu peux recevoir en disant si vous n'avez pas de nouvelles de nous sous 15 jours, c'est un peu implicite en soi. Mais Alors, je devrais peut-être pas le dire. non, mais ça, effectivement, et c'est ce que je dis à mes élèves aussi, si dans la com, le process de l'entreprise ou du cabinet, vous recevez ce mail, à un moment donné, c'est écrit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises encore et beaucoup de cabinets où on accuse réception de la candidature, mais c'est tout. Et derrière, il va pas y avoir de non finalement. Parce qu'il y a la Mm. réponse automatique qui peut faire mal, mais ce qui fait beaucoup de mal aux candidats, et là, c'est pas que des seniors, et je pense pas t'apprendre quoi que ce soit, hein, mais c'est l'incertitude sur le devenir de la candidature. On m'a pas dit non, ça fait 3 semaines. Parfois, on peut même se dire, ça fait un mois et demi, ça se trouve. Par grande chance, ils ont fait une pause dans le process et je suis toujours dans la course. Alors que ça se trouve, la personne a été recrutée déjà depuis 3 semaines. Et là, c'est plus problématique selon moi avec les outils dont on dispose aujourd'hui et tous les aspects d'automatisation. Alors moi, je travaille plus avec des outils newsletter, par exemple. On peut déjà un peu personnaliser dans la masse, on peut segmenter. Je trouve ça dingue qu'il y a encore beaucoup de sociétés et de cabinets où il n'y a même pas un nom automatique, entre guillemets. Parce que c'est la réalité du marché, c'est que le recruteur, la RH ne prennent pas le temps d'écrire un mail à chacun ou appeler chacun, ça c'est tout à fait compréhensible. Mais le fait que le doute continue à planer, ça c'est vrai que je trouve qu'à notre époque, je comprends pas en fait, je me l'explique pas. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être très cash hein, ce que je vais dire, mais entre le fait de pas recevoir de réponse, généralement, t'envoies ton CV si t'as pas de réponse sous 4 jours, 5 jours. Vu le marché tendu en ce moment, tu peux déjà considérer que ta candidature n'est pas retenue, clairement. Hein. Entre ça et recevoir un mail générique où je vous remercie pour votre candidature, mais ça le fera pas pour cette fois. On garde votre dossier en poche et on vous recontacte. Honnêtement, hein. Alors après, c'est parce que je le vis pas moi de l'intérieur. Je suis pas sûr qu'un candidat qui reçoit ça, il va se dire ah bah c'est cool, je me sens mieux, j'ai une réponse. Moi. Bah, pour le coup, le résultat est le même, hein, évidemment. Mais il y a cette forme de deuil, alors le mot est peut-être fort, hein, mais que tu peux Non non, mais je comprends. Ouais. officiellement faire. C'est comme tu perds un proche en montagne ou qui s'amusait à traverser la Manche à la nage, tu vois. Tant que le corps est pas retrouvé,
même si ça fait une Oui, oui, semaine. non, mais je comprends. Tu vois, ça peut frôler l'irrationnel, hein, mais parfois, tu vois, il y a des candidatures qui n'ont pas de réponse pendant 3 mois. À un moment donné, tu te dis soit l'entreprise a coulé, soit évidemment ils ont eu le temps de recruter 4 personnes avant moi, quoi. Mais tu vas t'accrocher à ce petit espoir. Et c'est vrai que là, pour revenir sur le fonctionnement de tout ça, les process, les outils, il y aurait peut-être des choses à faire de ce point de vue-là, et même sur couper les vannes, t'en parlais tout à l'heure. Alors attends, parce qu'il y a mon petit qui fait le rossignol. Couper les vannes. C'est vrai que moi, je suis toujours sidéré. Alors, je me doute effectivement qu'il y a une massification du marché de l'emploi. Que tu postules à un poste de DG ou d'autres d'accueil, il y a, quoi qu'il arrive, plusieurs centaines de candidatures. Mais cela étant dit, à partir du moment où on voit que c'est hyper facile de postuler, pourquoi pas couper les vannes au bout d'une heure? Et du coup, on n'a que 50, 100 candidats à traiter. Et là, potentiellement, on peut plus facilement leur répondre, plus facilement les traiter, même de manière semi-automatique. Parce que c'est vrai que quand tu arrives à 2500 candidats, comme tu l'évoquais tout à l'heure, bon, tu peux toujours automatiser, mais c'est peut-être plus dur, il y a peut-être des limites technologiques, etc. Ça, j'en sais rien. Pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je vais te répondre aussi quelque chose qui, je pense qu'il va pas plaire, mais qui est aussi une réalité, nous, de notre côté, côté recruteur. En fait, on parle toujours du ghosting, côté candidat, comme quoi, je vais pas dire qu'on est les méchants recruteurs, qui répondent jamais ou qui faisons pas Ah, l'effort de mais répondre. le bouc émissaire, bien utile pour Mais, beaucoup de sujets, je suis d'accord aussi avec mais toi. exactement. Mais quand tu postes une offre, ou en tout cas, me concernant, je mets des offres, en tout cas le plus transparent possible, avec un niveau de rémunération, avec un niveau d'expérience, avec, dans certains cas, des diplômes nécessaires. Euh, Quand tu vas demander un poste de direction commerciale, je prends n'importe quel exemple, ou directeur opérationnel, ou directeur général, avec 15 ans d'expérience minimum, avec une connaissance pointue du domaine, avec un niveau de seniorité, t'as un jeune sorti d'école qui postule, Est-ce que je peux te t'as envie donner de dire aussi, PDG? non mais t'as aussi envie de dire à l'inverse, Achète des t'as pas lunettes. l'impression, non mais soit t'as pas l'impression de me faire perdre du temps, mais en fait, l'effet inverse aussi, t'as envie de dire, mais je vais répondre quoi? Bien sûr, oui. T'as pas le diplôme, t'as pas l'expérience. Enfin, t'as aussi ce contexte-là. Ouais. Alors, Et je te jure qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. En fait, aujourd'hui, de postuler, tu peux postuler en un clic. Donc, si tu veux t'amuser, tu peux postuler toute la journée. Enfin, il y a un moment, l'idée, viser les offres. Enfin, il y a, et puis je trouve que ça dessert. Et j'ai aussi beaucoup ça m'arrive sur de nombreuses offres, d'avoir le même candidat, mais le même, qui va pour le coup, qui va candidater pour un poste de directeur communication, pour un poste d'apprenti comptable, mais à un moment, je trouve que tu te tires une balle dans le pied. je Ce candidat, je veux ne l'appellerai jamais. rentrer dans cette entreprise, Alexandre. Je veux rentrer. Ouais, mais sauf que c'est pour des entreprises totalement différentes, des secteurs différents. Oui, oui, Enfin, il y a un moment, il y a aussi, on a énormément de choses à améliorer, nous, recruteurs. J'en ai conscience et c'est pour ça que je m'attache régulièrement à publier sur LinkedIn pour montrer les dysfonctionnements et en tout cas à faire prendre conscience des dysfonctionnements. Mais côté candidat, de temps en temps, ah oui, et tu parlais. il y a des vrais sujets aussi. Ah bien sûr, et tu parlais du ghosting. Moi, tu vois, par exemple, il y a des gens que je vais prendre aussi en appel, tu vois, pour leur évoquer leur situation, voir évidemment bah, si ça peut les intéresser que je les accompagne, hein. Mais du coup, je vais prendre du temps pour eux. Je vais leur Ouais. partager des choses qui, je pense, sont de valeur et absolument gratuites. Alors, les mauvaises langues pourraient dire, c'est intéressé parce que du coup, tu veux le faire signer. En l'occurrence, ma démarche, pour ceux qui ont déjà eu affaire à moi, je suis pas du tout un vendeur de montres. Voilà, moi, ça doit être une rencontre entre guillemets évidente, si je peux le formuler comme ça. Mais des gens, voilà, que tu vas aider gratuitement, à qui tu vas accorder du temps. Et après, juste pour une simple réponse, tu vas les relancer. Silence radio. Alors que ça va être les Hum. premiers à se plaindre du ghosting, etc. Donc ça aussi, je l'ai vu effectivement. Et de toute façon, voilà, le monde n'est pas blanc-noir, la réalité pas binaire. Bah, du coup, on parlait des ATS et de tous ces outils pour automatiser. Euh, Quel conseil t'aurais donné aux candidats pour tirer profit justement de cette automatisation ou en tout cas la contourner, si je puis dire, et d'ailleurs faire appel à des cabinets de recruteurs, c'est peut-être une solution. Alors, c'est ce que je te disais, c'est que pour le coup, comme je n'utilise pas les ATS,
je suis pas forcément le plus à même pour donner des conseils, si ce n'est, en tout cas, des retours que j'ai pu avoir et des problèmes qui ont été rencontrés, c'est déjà d'éviter tous les CV sur Canva. Donc finalement, tu te ressors avec un CV photo, même si le CV est magnifique. Ce qu'il faut, c'est que la machine puisse le lire. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit pas une image, mais déjà que tu puisses avoir une extraction de tous les mots. Euh, et finalement, c'est en tout cas de pouvoir retrouver des mots-clés. Mais encore une fois, je ne sais pas sur quels critères les ATS trient les CV. Si tu as une question, parce qu'on parle de seniors, s'ils peuvent trier déjà les CV sur une question d'âge, ça, je sais pas du tout si c'est possible. Je pars du principe que comme c'est un élément discriminatoire, normalement, l'ATS devrait interdire de pouvoir discriminer en fonction de l'âge. Mais c'est en tout cas avoir un CV le plus lisible possible. Euh, Déjà, ne serait-ce que mettre sur un CV, et puis même ça, je parle d'ATS, mais je parle même pour un recruteur. Si on considère aussi que quand on va lire un CV en 3-4 secondes, on est finalement aussi un ATS puisqu'on va screener le CV. C'est déjà d'avoir une idée très précise sur le poste sur lequel il postule. Déjà mettre le titre visé et d'avoir en tout cas les mots clés qui sont essentiels pour chaque fonction. Et est-ce que tu penses que le réseau, et notamment la logique de cooptation, ça peut être un bon moyen de contourner, ou en tout cas de minimiser l'importance de ce tri automatisé des ATS? Vincent, j'ai l'impression que tu veux détruire notre métier de recruteur si tu commences à parler de cooptation. Mais quelque part, le métier de recruteur, c'est une forme de cooptation d'ailleurs. Oui, oui, non, non, mais complètement, complètement. Et puis de toute façon, en soi, le principe d'un recruteur, c'est quand même de défendre ses candidats. Donc en soi, même si ton CV est laid, alors on peut accompagner bien évidemment sur refaire un CV, mais pour le coup, c'est vrai que c'est pas mon métier d'apprendre à faire un CV. C'est juste de donner en fait des points importants et ce qui est important en tout cas sur quoi mettre sur un CV. Et encore une fois, je pense que c'est plus important et c'est plus impactant d'avoir un CV avec des chiffres, des données chiffrées, que d'une liste de courses. En fait, ce qui est important pour moi, en recruteur, c'est de se dire qu'est-ce que Pierre va avoir de différenciant de Jacques ou de Paul ou n'importe qui sur le même poste. Et ce qui va faire la différence, ce sont des données chiffrées et pas simplement une liste de courses qu'on peut, ou en tout cas qu'on s'attend à avoir sur un CV. Et donc du coup, je sais plus ce qu'était la question, la première question. Si le Ah oui, pardon, réseau... la cooptation. La cooptation, pour moi, c'est l'un des meilleurs leviers de recrutement, hein, parce que finalement, quand tu vas coopter une personne, tu t'engages auprès de la personne, et la personne aussi se sent redevable en soi, enfin redevable entre guillemets, mais elle va se dire, bah, je peux pas faire n'importe quoi, même si généralement un candidat, quand il rentre dans une société, il y va pas en se disant je vais faire n'importe quoi. Mais tu as quand même une relation qui est plus forte quand tu cooptes quelqu'un parce que tu as je peux pas faire n'importe quoi. Enfin, encore une fois, le terme est gros, mais je peux pas décevoir. Enfin, tu as plus de Oui, responsabilité du côté du présenté et du côté du candidat. C'est une certitude. ouais. Mais Et pardon, en vas-y. soi, encore une fois, moi, quand je présente un candidat, j'engage ma responsabilité. Hein. Alors, il a peut-être moins parce qu'il me connaît pas, donc il a peut-être moins d'engagement vis-à-vis de moi. Mais c'est en effet une forme de cooptation aussi. Et en soi, en plus, le coop. Généralement, la personne qui coopte dans beaucoup d'entreprises touche une com. Donc, ça peut s'apparenter à du recrutement aussi. Là, ouais, c'est bon, on m'entend. La logique qui voudrait qu'on te contacte pour un peu prendre, se renseigner par rapport à une offre, que en gros, il y a une relation un peu plus de proximité avec un candidat. Tu vois, moi, je vois par exemple, Jacques, tu publies une offre, je te contacte, oui, Monsieur Ducrot, votre annonce m'intéresse évidemment. Est-ce que on aurait pu prendre 10 minutes au téléphone? J'ai quelques questions à vous poser. Alors, on n'est pas tout à fait dans la cooptation, mais tout de suite, j'oriente le process vers quelque chose de plus, une relation plus directe, plus humaine. C'est quelque chose que tu recommandes ou toi, ça peut avoir le don de t'agacer pour simplifier la question? Bonne question. Coupe l'enregistrement. Non. Euh, Non, mais en c'est fait, intéressant. Alors, avec évidemment ce que tu peux partager, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de se dire, ok, le candidat est motivé et il a un peu un côté filou, il joue sa carte à fond. Et en même temps, il y a le côté, ouais, bon, j'ai mis un process en place et il va être traité un peu différemment. Je pense qu'en plaçant justement le curseur, ça peut être intéressant comme démarche. non, non, mais pour le coup,
en toute franchise, j'ai une trentaine de candidats par jour qui le font, soit par LinkedIn, soit par mail, Ouais. soit en appelant directement. En appelant directement, je suis pas fan. En fait, j'aime pas qu'on m'impose quelque chose, mais c'est peut-être ma façon de faire. Alors que quand tu reçois un message par mail ou par LinkedIn, t'as le temps de répondre, t'as le temps de, entre guillemets, t'as pas besoin de te préparer, mais tu sais de quoi ça va parler. J'ai beaucoup de mal sur les gens, c'est je fais ci, je fais ça. Ouais, enfin déjà, alors, envoyez-moi votre CV. Enfin, qu'on soit sur une situation un peu égalitaire entre guillemets, où je vous connais, vous connaissez l'offre, c'est plus simple déjà pour échanger que une simple prise téléphonique. Et, et, et après, pour le coup, je trouve que c'est une bonne façon de faire, de contacter directement le recruteur, mais de le contacter avec de la valeur ajoutée. De le Oui, contacter en disant j'ai envoyé ma candidature, considérez-la. Ouais, je vais l'avoir ta candidature. c'est Mais mon métier. ouais, ouais. Mais en revanche, j'ai candidaté, j'ai vu l'offre, je peux apporter. Et encore une fois, ça revient sur le CV avec des valeurs, enfin avec des notions chiffrées. J'ai fait ça, je peux apporter ça. L'offre dit ça, je peux apporter ça. À 95%, je vais contacter la personne. Et encore une fois, la candidature est ciblée, si le profil est ciblé. Ça m'arrive d'avoir des offres, encore une fois. Je suis pas pareil. Je vais nuancer mes propos parce que sinon je sens que ça va faire débat. Mais je suis pour la reconversion. Mais tu as certains métiers où la reconversion est impossible. Par exemple, un directeur technique ne peut pas devenir directeur comptable pour la simple et bonne raison que tu as des diplômes, enfin voilà, tu as certains métiers qui nécessitent, au-delà de se dire, hein, se réveiller un matin en se disant je vais faire ce métier-là. Et je suis là, et je suis le meilleur, et je suis très bien placé pour le dire. J'ai fait 10 ans d'audit, je suis dans le recrutement. Donc, je l'ai fait cette reconversion et j'y crois parce que t'as beaucoup de métiers qui permettent de faire d'autres métiers. Mais quand, du coup, tu vas contacter un recruteur en disant j'ai posé ma candidature ou je l'ai pas fait, mais je vous propose ma candidature par ce biais, avance des choses précises, va droit au but, Ouais. pas seulement j'ai candidaté. Ouais, et ce qui est intéressant là dans ce que tu décris, et ça aussi c'est l'un de mes mantras, c'est qu'il faut essayer d'être une opportunité pour les autres. Et là, dans le cas de figure qu'on est en train de décrire, c'est de dire quelque part au recruteur, je vous prémâche le travail. C'est que mon CV, vous l'avez évidemment, et mes résultats, vous allez les voir. Mais voilà, avant même que vous ayez à vous enquiquiner à regarder mon CV, moi, je fais le raccord avec l'offre pour vous. Voilà ce que dit l'annonce. Moi, je suis persuadé de pouvoir vous apporter sur tel et tel point, pour telle et telle raison, tel et tel fait d'armes. Et du coup, c'est ce que tu disais, à plus de 9 fois sur 10, tu vas au moins rappeler la personne. Mais c'est un effort supplémentaire et cette question à se poser de se dire, OK, ce monsieur Ducrot, bah, comment je peux lui faciliter le travail quelque part, plutôt que tout le Non, temps et faire ouais, entre ouais. guillemets à sa pomme, quoi. Et pour le coup, c'est ce que tu dis est très vrai. Et là, pour le coup, j'ai un exemple très concret qui est arrivé la semaine dernière sur un poste de chef de projet marketing qui veut tout et rien dire. En fait, tu as aussi beaucoup de soucis aujourd'hui sur des enfin, sur des types de postes qui aujourd'hui, Ouais, ouais, tu peux tout mettre. ouais, Non, mais ouais. c'est pour le coup, c'est une réalité. Et donc, j'avais reçu une candidature d'un chef de projet marketing. Mais je cherchais quelqu'un qui avait fait absolument podcast et newsletter. Le CV ne le faisait pas ressortir. Je trouvais le CV bien. J'ai pas dit que j'allais pas l'appeler. Mais la personne m'a envoyé son CV le jeudi. J'avais pas eu le temps de regarder toutes mes candidatures. Le vendredi matin, il m'a envoyé. Enfin, donc du coup, je m'étais dit le vendredi matin, j'ai vu ce candidat. Je vais voir si je l'appelle par rapport aux autres candidatures. Il m'a envoyé un message le vendredi en fin de matinée en me disant j'ai postulé au poste de chef de projet market. J'ai fait du podcast, j'ai fait de la newsletter sur telle expérience, j'ai pu apporter ça, qui n'était pas dans son CV, et du coup, je l'ai appelé tout de suite. Ouais, là, il y a une plus-value parce que c'est complémentaire au contenu qu'il y a dans le CV aussi, quoi. Exactement. Hmm. Ouais, Et hyper. donc, et donc, ça répond aussi à la question sur un CV. Je sais que c'est toujours compliqué de faire un CV par offre parce que ça prend du temps. Mais quand sur une offre, tu as quand même des critères précis, et pour le coup, l'offre le précisait, c'était marqué chef de projet market, mais il y avait 2 points essentiels qui étaient limites sur le début de l'offre, c'était podcast et newsletter. Si vous l'avez fait, mettez-le. Hmm. Ouais, hyper intéressant.
Écoute, j'ai une dernière question à te poser avant de te laisser le mot de la fin et éventuellement parler de tes actualités. Tu évoquais tout à l'heure le devenir de ton métier. Et l'IA, évidemment, l'automatisation bouleverse énormément de choses. Tu développes d'ailleurs des choses un peu en ce sens, tu pourras l'évoquer si tu le souhaites derrière. Mais comment tu vois le métier de recruteur et de chasseur de tête là dans les 5 à 10 ans comment il pourrait évoluer? C'est une excellente question. Euh, Ce qui est sûr, c'est que le métier classique de ce qu'on disait tout à l'heure, de recruteur boîte aux lettres. Si aujourd'hui, finalement, tu perçois le recrutement comme un simple, je mets une offre, j'attends que des CV tombent, le CV qui est pas mal, je l'envoie et puis le métier est Oui, fait. une sorte de passation de relais, quoi. Exactement, une boîte aux lettres. Ouais. Et vraiment, là, clairement, je pense que ce métier, dans les prochaines années, je vais pas dire qu'il est, je veux pas avoir l'image catastrophique ou évangéliste de l'IA. Non, mais oui, Chacun a sa vision des c'est une choses, mais commodité en fait. exactement. Le simple boîte aux lettres risque de ne plus exister. Alors, je peux pas te dire dans les 6 prochains mois ou dans les 10 prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va forcément réduire parce qu'aujourd'hui, en effet, tu as les ATS qui font déjà les tris, t'as beaucoup de choses qui permettent aujourd'hui de trier les candidats, qui le font bien ou qui le font pas bien, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le métier classique de chargé de recrutement, juste de tri, risque de disparaître. Là où on a vraiment, nous, en tout cas, une valeur ajoutée, et c'est ma façon de percevoir le métier, c'est d'avoir une vraie mission d'accompagnement, de structurer les choses. Tu as aussi beaucoup de clients, alors, soit qui sont dans des grosses boîtes, où il y a pas forcément besoin de structurer les choses parce que tu as des équipes qui sont en place, mais tu as beaucoup de boîtes, des PME ou des plus petites structures qui, ou en tout cas où moi je peux agir, où je suis là aussi pour mettre en place des process, ou les accompagner sur la façon de faire, ou leur dire comment on fait. Enfin, c'est un vrai rôle structurant et d'accompagnant au-delà juste de l'envoi de CV. Et ça, pour le coup, ce métier-là existera toujours parce que tu as toujours besoin d'être accompagné, tu as toujours besoin d'avoir une vision du marché. Donc c'est plus là où, en tout cas, moi, je m'éclate dans mon métier que juste de l'envoi de CV classique. Et côté pareil, côté candidat, c'est aussi d'apporter une vraie valeur ajoutée. Mais comme toi, tu fais, je pense que la plus grosse satisfaction, c'est quand un candidat que t'as pu accompagner te dit, ben merci, vous avez été super utile. Grâce à vous, je peux développer telle practice. Grâce à vous, j'ai pu décrocher un entretien. Et là, le Graal, c'est quand on dit, grâce à vous, j'ai pu, aujourd'hui, je suis en poste. Bien sûr, oui, complètement. Bah, écoute, Alexandre, un grand merci pour ta franchise. Bah, avec plaisir. D'avoir voilà, aussi été honnête sur les travers, en tout cas les améliorations Ouais. de ta profession. C'est hyper chouette d'avoir une discussion constructive comme ça. Écoute, c'est encore plus ton moment que tout au long du podcast. Je te laisse le mot de la fin. Voilà, si tu veux évoquer une actualité, peu importe, c'est ton moment. On t'écoute. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Alors pour le coup, c'est vrai que ça va pas forcément toucher les seniors parce que c'est une application qui est dédiée finalement pour le recrutement de la Gen Z. Donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais pour le coup, en effet, j'ai mis en place, enfin j'ai créé une application qui s'appelle Crush à talent, qui reprend les codes de Tinder sur les côtés swipe à gauche ou swipe à droite, où on est vraiment finalement sur du matching. Alors là pour le coup rapide parce qu'on change de paradigme entre le recrutement, en tout cas les attentes des seniors, ou même pas forcément des seniors, et les attentes finalement des jeunes, où ils sont plus consommateurs aujourd'hui de l'emploi, ils veulent que les choses aillent vite et ils veulent que les choses soient finalement faites pour eux. Ouais. Donc c'est vraiment une appli de matching qui permet côté candidat et côté recruteur de pouvoir swiper à gauche, swiper à droite, et quand il y a un match de pouvoir directement interagir. Euh, Ce sont alors finalement tu vas me dire mais pourquoi la Gen Z parce que tout le monde a besoin d'emploi et les seniors aussi. C'est juste que j'ai pris le parti comme j'accompagne aujourd'hui principalement justement des cadres, j'ai pris le parti de créer cette application avec du coup une façon de parler, une façon de communiquer qui est totalement différente puisqu'elle a comme se fait sur TikTok principalement et qui permettra aussi d'ouvrir des codes TikTok sur l'application, sur des vidéos de présentation que ce soit côté candidat et côté client également. Hyper intéressant. Il y a vraiment Voilà une la nouveauté. dimension user experience, enfin, expérience utilisateur. Exact, exactement, exactement. Et qui permettra aussi du coup aux entreprises d'aller adresser un marché où ils sont pas forcément très à l'aise,
et de pouvoir aussi leur ouvrir du coup des vidéos sur TikTok et autres pour pouvoir parler de leur métier, de leur entreprise et autres. Eh ben, écoute, super projet. Je pense qu'il commence à se concrétiser. Donc voilà, je souhaite. L'application est en effet sur l'App Store et le Google Play Store. Ok, Crush à talent, c'est ça. Exactement. Ok, bah écoutez, même profil senior que vous êtes, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil Complètement. par curiosité. Montrez à Alexandre que vous aussi vous avez votre place sur l'application. Et il n'y a pas de raison, voilà, vous êtes sur Tinder, donc crush à talent, why not aussi. En tout cas, un grand merci pour l'échange, voilà, à nouveau pour la franchise de la discussion et toutes les informations, le secret des dieux que tu as pu nous transmettre tout au long de l'échange. Et je te dis à très bientôt. Avec plaisir, Vincent. À bientôt. Salut.